Bonsoir, le saviez-vous? Différents signes attestent du changement climatique en Nouvelle-Calédonie. La côte Est est de plus en plus touchée par le phénomène naturel d'érosion du littoral. L'adaptation à ce changement est une réalité à laquelle nous devons tous faire face et nous préparer. Comment la population vit-elle cette situation? Faut-il lutter ou s'adapter à ce risque? Comment nos collectivités font face à ces enjeux? Réponse dans notre émission ce soir. Restez avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande sur Calédonia. L'érosion du littoral est un phénomène naturel causé par différents facteurs, les vents, les tempêtes, les courants ou encore la houle. Aujourd'hui, à certains endroits, on peut constater une accélération du phénomène qui dégrade de plus en plus le littoral. Avec nous ce soir, des experts sur la question nous ont consacré du temps. Avec nous, Patrick Afchin de la cellule gestion du trait de côte de la province Nord. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, plaisir. Alors Glenn Newland, également qu'on connaît tous très bien, de l'association environnementale Oud de Touo. Glenn, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue sur le plateau. Merci à vous. Et bien sûr, Stéphanie est avec nous ce soir. Stéphanie qui est rayonnante avec sa couronne qui va capter toutes les ondes, toutes les bonnes ondes de la régie pour passer une émission agréable. Stéphanie, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous d'être ici, messieurs. Et bonsoir Aurélie et bonsoir à tout le monde. Alors, petit tour de table pour détendre un peu l'atmosphère. Patrick, l'érosion du littoral est de plus en plus visible en province Nord. C'est une problématique qui est prise au sérieux par nos institutions. Oui, effectivement. Plus particulièrement depuis 2013, où il y a réellement une action provinciale et la création de la cellule notamment, et puis pour essayer de faire un diagnostic et puis de voir un peu où l'étendue du problème. Voilà. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis 2013? Le constat est qu'il y a une accélération, on va peut-être pas aller jusqu'à une accélération, mais une progression de l'érosion petit à petit. On va en parler tout au long de cette émission. Glenn, vous, association environnementale, comment abordez-vous la problématique à votre niveau? Nous, vu les enjeux économiques et sociaux, il est très important de s'inquiéter et de développer des connaissances sur ce phénomène. Alors Stéphanie, toi tu as fait des recherches notamment sur le sujet et tu as d'ailleurs joint l'Observatoire du littoral de la Nouvelle-Calédonie. Qu'as-tu appris en les contactant? Alors oui, je voulais remercier Myriam Vendée-Leclerc pour toutes les réponses à mes questions en fait. Donc je rappelle que c'est un observatoire qui existe depuis 2013. Donc ce dernier suit l'évolution des côtes calédoniennes sujettes à l'érosion. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il est difficile pour lui de fournir une carte précise du pays avec toutes les zones où il y a de l'érosion, tout simplement parce que les zones en fait, dont il s'occupe sont surtout des zones où il y a des enjeux économiques, environnementaux, encore humains. Mais après, je pense que Patrick, ici présent, vous allez nous donner plus de précisions concernant la province Nord. Oui, alors effectivement, l'Observatoire, en tous les cas du littoral, a tout intérêt d'exister parce qu'il aura à terme vocation à rassembler et bancariser toutes les données qu'il y aura à l'échelle du pays. Pour proposer une réelle stratégie sur le terrain. Oui, à l'échelle. Alors ce soir, nous irons à la rencontre de Germaine et Paul, qui sont tous deux originaires de la tribu de Pouillou, située en bord de mer entre les communes de Touo et Pointe-Nimier. Ces tribus-là sont de plus en plus menacées par la mer et se déplacer vers les hauteurs ne relève plus d'un choix désormais, mais d'une obligation. Et Stéphanie, d'ailleurs, nous allons aborder au travers de cela des questions beaucoup plus concrètes. Tout à fait. Alors quel est l'impact du changement climatique sur ce phénomène? Quels sont les aléas et les risques? Comment les institutions s'emparent du problème? Ce sont autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec nos invités. Merci Stéphanie. Tout de suite, la chronique, c'est comment? Alors Aurélie, avant de commencer, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est qu'un risque naturel. Du moins, je vais essayer. Donc, les experts ici pourront me corriger si je me trompe. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce dernier, donc un risque naturel, c'est un mix, si je peux dire ça comme ça, entre un aléa et un enjeu. Un aléa, c'est un phénomène d'origine naturelle qui peut produire des dommages. Donc, l'érosion du littoral est un aléa.
Et un Tsunami, enjeu, par exemple. Voilà aussi. Donc c'est un enjeu. Un enjeu, c'est tout simplement tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'ensemble des personnes, des infrastructures, l'environnement en fait, qui eux sont susceptibles d'être affectés justement par cet aléa. Donc messieurs, est-ce que je me suis trompée ou est-ce que... A-t-elle bien appris Voilà. sa leçon, Patrick? Très bien. Bon. Bonne définition. C'est une bonne définition. Oui. Alors Patrick, sur le terrain, vous êtes chargé également d'identifier les zones impactées par ce risque naturel et de les répertorier. Qu'est-ce qui caractérise ce phénomène d'érosion? Donc l'érosion, c'est un recul du trait de côte, tout simplement. Le trait de côte, c'est la limite entre la terre et la mer. Et à l'inverse de l'érosion, on appelle ça de l'accrétion. Donc c'est quand la mer gagne sur, quand la terre, pardon, gagne sur la mer. Donc Voilà. là, on est bien dans un phénomène où la mer gagne, elle, du terrain. Oui, effectivement. Donc il y a eu un diagnostic en 2013 qui a fait état sur 8 communes de la côte Est de 76 sites 67 impactés directement par eux. impactés, oui. Dont les gens nous font remonter, ont joué le rôle de faire remonter l'information sur cette problématique-là. Donc c'est un rôle d'observateur. Oui, et de constat. Alors Glenn, vous qui êtes en contact de cette population dont nous parle Patrick, est-ce que les gens en ont conscience de ce phénomène? Oui, je pense que les gens, ils en sont conscients. Ils vivent tous les jours avec ce phénomène depuis maintenant plusieurs années. Et on pense que le phénomène s'accélère. C'est l'inquiétude des gens. Et des gens, donc, ils commencent à réfléchir à s'installer dans l'intérieur des terres. Donc là, d'ailleurs, on voit sur ces images, notamment à Touo, où on voit la mer qui gagne le terrain. Donc ça, c'est vraiment un constat. C'est une réalité. C'est une réalité. Alors, je vous propose tout de suite de rejoindre Germaine et Paul à la tribu de Pouillou. Ils vivent tous deux dans cette tribu située en bord de mer. Et chez eux, la mer ne cesse de gagner du terrain. S'adapter à la nature devient une obligation pour toutes ces personnes qui vivent dans cette tribu. On regarde le reportage. Je vis à quelques mètres de la mer qui nous menace en période de cyclone ou en dépression. J'habite là avec mes enfants, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Moi, je suis arrivée dans cette tribu en 1976 et la plage, elle n'était pas comme ça. La pelouse, elle allait plus bas que ça. Et maintenant, la mer... elle a fait ce qu'elle avait à faire et voilà. On est maintenant peut-être 10 ou 15 mètres du rivage, alors qu'avant on était à une vingtaine de mètres du rivage. C'est vraiment grave. Il faut qu'on se déplace. S'il le faut, il faut qu'on se déplace. Moi, je dis à mes enfants qu'il faut se déplacer. Il faut se déplacer plus haut. Mais bon, je sais que ça va être difficile de se déplacer vu les habitudes qu'on a. Là-haut, il faut revenir ici pour les champs, il faut revenir ici si on veut faire une marmite au lait de coco, parce que là-haut, il n'y a rien encore. Mais bon, c'est la sécurité des enfants. On n'aura pas de souci pour se déplacer. Moi, je pense que le souci, c'est ça. C'est s'adapter à vivre dans la montagne, alors qu'on vient de bord de mer. Moi, je suis venue de Koué, mais j'ai grandi dans un bateau avec mon père qui était pêcheur. S'il faut vivre entre deux montagnes, je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour m'adapter.
Voilà, on est sur les hauteurs de la tribu de Pouillou. Et ici, il y a des jeunes qui viennent commencer à venir habiter ici par rapport à la montée des eaux. Donc, c'est dans ces endroits-là que nous commençons à venir nous installer ici, faire nos jeunes. Je pense que c'est une bonne chose, hein, de commencer comment on dit ça, à responsabiliser nos jeunes pour qu'ils puissent prendre conscience qu'il y a la montée des eaux et qu'il faut que les générations futures commencent à venir ici et ils vont s'installer dans ces coins-là. C'est pas facile, mais vu la situation, donc il faut l'accepter. Parce que chez nous, les Kanaks, on va quitter un endroit que là où habitaient nos parents, donc on a des attaches par rapport à ces endroits-là. Alors, messieurs, je vous ai vu hocher la tête tout le long du sujet. Glenn, qu'est-ce qui vous interpelle dans ce reportage? Moi, c'est le côté viscéral de cette interview qui me touche parce qu'on voit bien que les gens ont parlé avec le cœur et qu'ils sachent qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais qu'il va falloir le faire quand même. Donc, s'adapter, c'est le maître mot. S'adapter, c'est le maître mot, oui. Et Patrick, qu'est-ce qui vous a marqué, vous? Je vous ai vu hocher la tête tout au long du reportage. Oui, effectivement. Ce que Germaine et Paul ont dit, ça résume en quelque sorte, de manière très synthétique, ce qui est en train de se passer sur toute la côte Est, en partant de Canala jusqu'à Poum. C'est plus de 1300 km, sur lesquels 500 km sont occupés par l'homme. Et toutes ces populations-là sont concernées par cette problématique. Concernées et menacées. Et menacées. Et les témoignages tendent à déjà évoquer ce qui se passe, très clairement, à travers le témoignage de ce que Germaine disait. Et Paul, c'est la projection un peu qu'on peut se faire par rapport à ces risques-là. C'est une bonne chose de se projeter sur un déplacement de nos jeunes, des installations. Oui, parce qu'on ne peut pas imaginer protéger les 1300 km qui sont aujourd'hui impactés, sachant qu'il y aurait encore la côte ouest à gérer. Et cette problématique, elle est grandissante et donc il faut réagir, D'ailleurs, la côte Est est particulièrement concernée par ce risque d'érosion du littoral. Patrick, pourquoi est-ce que ce risque n'impacte-t-il pas de la même façon la côte Est que la côte Ouest? On commence par la côte Est. Tout simplement. D'ailleurs, je pense, on a une carte. Vous pouvez vous appuyer sur cette carte pour nous expliquer d'ailleurs. Ce qu'on peut voir sur le haut de la carte, c'est le récif. La particularité de la côte Est, c'est que le récif est très largement entrecoupé. On a un lagon qui est profond et il y a un décalage léger sur le plan, mais les habitations, elles se trouvent en bordure de littoral parce qu'il y a un relief très pentu sur l'arrière-côte et ça ne permet pas aux gens forcément de se situer loin de la mer. Donc pour la côte Est, c'est géographiquement plus vulnérable. Oui. Et pour la côte Ouest alors? C'est plutôt l'inverse. On a plutôt un récif plutôt continu avec un lagon peu profond. Alors on a la carte Patrick si vous voulez vous appuyer dessus. Voilà, des baies peu profondes. On a des barrières naturelles, la mangrove qui est très dense sur la côte ouest. Et puis les enjeux, là c'est la commune de Vaud, se situant à l'arrière-côte, donc les menaces ne sont pas là. Même si l'aléa est pour tout l'ensemble de la côte, côte est, côte ouest, mais du coup le risque n'est pas le même. Voilà. Alors Glenn, l'association OOUD, qui est une association de gestion qui travaille à la préservation des lagons et des récifs de Tours inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, certaines zones de ce patrimoine d'ailleurs sont concernées par cette érosion. Est-ce que vous aviez déjà conscience de ce phénomène à son inscription au patrimoine de l'UNESCO? Dans leur vie de tous les jours, on en était conscient parce que, comme je vous ai dit précédemment, on vivait à cet endroit-là. Par contre, nous, dès le départ,
une action qui a été inscrite dans nos plans de gestion pour pouvoir identifier cette problématique et de voir comment travailler dessus. Alors Stéphanie, en province sud, tu as pu d'ailleurs faire une liste qui n'est pas exhaustive des zones en danger, mais tu as quand même récupéré quelques données pour nous auprès de l'Observatoire du littoral. Effectivement, donc je ne vais pas tous, comme tu l'as dit, citer toutes les zones, mais déjà on peut dire qu'il travaille sur une vingtaine d'îlots. Il y a aussi l'île des Pins, et puis il y a Bourail aussi, qui c'est vrai que c'est sur la côte ouest, mais qui a un relief particulier, un peu qui ressemble un peu à la côte est, en fait. Je veux dire, avec que ça tombe directement dans le profond. Le relief n'est peut-être pas le même, mais en fait, on retrouve les mêmes similitudes. Peut-être que Patrick peut approfondir le sujet. Oui, la particularité de Bourail, c'est que ce sont les habitations qui sont carrément logées à l'intérieur de l'estuaire. Donc, voilà, ça représente un certain nombre de populations aujourd'hui menacées. Donc, c'est vrai que ça mérite. Et plusieurs études ont été menées jusqu'à aujourd'hui et il y en aura d'autres. Alors la population, on l'a dit, voit son cadre de vie se modifier de plus en plus, comme Raymond d'ailleurs, qui témoigne d'une époque bien différente. Je vous propose de l'écouter, Raymond Pabouti, qui lui est un habitant de Koé. Dans les années 60, Auguste Levesque, pour dire l'évêque là, Auguste l'ancien maire, en cas de cyclone, parfois son frère aussi, Marc. Mais ils viennent avec le bateau, puis quand on annonce d'un mauvais temps, ils viennent amarrer le bateau ici là. Ici là. Ils mettent à l'abri quoi. Puis il y avait une presqu'île là, une bande de sable qui protégeait, qui mettait à l'abri presque en face de ce Ducat là-bas. Carrément là-bas. Mais c'est profond là, c'est profond. Ça veut dire que c'était profond parce que pour emmener c'était profond, c'était profond. Ah oui. Alors justement, par rapport à ce témoignage, Patrick, vous nous avez fourni une carte que l'on va voir. Donc sur cette carte, on va voir justement alors la petite croix. Donc c'est justement où a eu lieu donc ce témoignage. Et la zone entourée en rouge, c'est celle qui a disparu aujourd'hui. Donc à l'époque, c'était une embouchure et c'est cela qui permettait en fait que les bateaux pouvaient rentrer à cet endroit. Et comme aujourd'hui, ça n'existe plus, donc c'est plus possible. Ça, Patrick, oui. En combien de temps ce banc de sable a disparu? Alors, pour dans le cadre de notre travail, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie de comprendre le passé pour pouvoir anticiper sur l'avenir. Et donc, on a des photos aériennes qu'on a superposées. Elles ne sont pas régulières, elles n'ont pas toutes la même précision. Précisément sur cette zone, on n'a pas fixé la date de cette disparition de quand même 2 hectares de terre, Oui. mais le constat est là. Et voilà. Alors Glenn, vous qui vivez vous aussi à Touault depuis 25 ans, est-ce que vous êtes vous aussi témoin comme ce monsieur de ce changement? Oui, moi je suis témoin de ce changement. Je passe tous les jours devant cette zone que vous avez montrée, là, la zone de Ponandou. Qu'on appelle Ponandou, je peux vous dire que chaque année, je vois des cocotiers tomber dans l'eau et ça nous fait tout drôle parce qu'on a l'impression que ça s'est accéléré, que ça va très vite. J'ai des anecdotes que ma femme me parle de son père, qu'ils allaient pique-niquer sur ce morceau de terre sur de ce 2 banc hectares. de sable qui a disparu? Sur ce banc de sable qui est disparu et que c'était l'embouchure effectivement qui était, comme il montre sur la photo, que Patrick dit qu'ils ont récupéré. Et aujourd'hui, ça leur fait tout drôle, ces gens-là, d'avoir une partie de leur histoire et de leur vécu qui a disparu. Alors, près de 70% des plages de la planète traversent actuellement une phase d'érosion. Au pays, c'est au moins 50% des côtes des îles qui sont en érosion. À Caricaté, à Dembéa, par exemple, l'érosion atteint même 91% du littoral, c'est vous dire à quel point c'est touché. Alors, Patrick, vous nous avez fourni une carte nous expliquant les différentes causes de ce risque naturel. Je propose qu'on la regarde ensemble et que vous nous apportiez quelques éléments d'explication. Alors oui, c'est le genre de support avec lequel on témoigne et puis on explique aux populations le changement et dans quel contexte on se situe. On n'est pas seulement sur une portion de littoral, mais c'est des choses qui se passent à l'échelle quand même planétaire. Et on explique qu'aujourd'hui, ce qu'on peut mesurer à travers différents organismes, l'IRD notamment, c'est que on subit, ou je veux dire, on constate qu'il y a une élévation du niveau des mers qui va de 1 à 2 mm par an, en même temps que la Calédonie s'enfonce sous le Vanuatu, de l'ordre de 1 à 3 mm également par an. Et ce qui amène une autre dimension à ce constat que l'on fait chaque jour. Et donc,
Voilà, ça me Donc, permet de sensibiliser. combien de phénomènes finalement s'accumulent, enfin se cohabitent On va parler d'interaction. D'interaction. C'est un phénomène de tous les jours, la marée, le vent, la houle du large, mais aussi ces phénomènes-là qui agissent sur un pas de temps bien plus long. Et voilà, donc de donner clairement une cause à cette érosion qui est constatée en Calédonie, ce n'est pas évident. On va dire que c'est une interaction de différents phénomènes. Et ce phénomène de plaques tectoniques, il accentue le phénomène? Oui, complètement, oui. Sachant qu'on se déplace même en planche d'environ 12 cm par an vers le Vanuatu. C'est dire la vitesse à laquelle En plonge. Oui, en permanence, c'est le cas en de le mouvement. dire. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens de faire des projections? Est-ce qu'on a des logiciels en place pour se projeter dans 10, 15, 20 ans? Alors l'idée est à une échelle au-delà de la problématique de l'érosion côtière, de pouvoir faire des simulations pour d'autres aléas tels que le tsunami, le phénomène de surcote et autres. Mais on manque cruellement de données aujourd'hui, ce ne serait-ce que la topographie. On a un peu de topographie, mais elle n'est pas suffisamment précise pour faire des simulations précises. Voilà. Stéphanie, d'ailleurs, tu as quelques éléments en plus concernant la planète. Oui, alors c'est pas nouveau, la planète, elle change constamment de forme. Hein, of course, vous l'avez dit, Patrick, hein, le réchauffement climatique, donc il y a pas mal de choses qui bougent depuis X années. Donc, où il y avait de l'eau il y a des centaines d'années, on y vit aujourd'hui et vice-versa. Donc, Glenn, est-ce qu'il faut lutter contre ce phénomène ou vivre avec? Non, je pense qu'il faut vivre avec. Hein. Je me souviens que l'année dernière, nous sommes allés en Nouvelle-Zélande avec notre association. On a rencontré un organisme qui est à peu près l'équivalent des provinces ici. Et beaucoup de questions ont été posées. Et nous, l'association, hein, on a tout de suite compris qu'il fallait s'adapter. Hein, on ne peut pas affronter la nature. On s'aperçoit, nous, ce que ça a donné les enrochements. On a fait des essais. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, sur le terrain, critiquent ces enrochements, mais il a fallu faire des priorités. On en reparlera. Mais donc, non, il faut vraiment s'adapter. Il faut que les gens soient conscients. Et je pense que les gens, à tout, voilà, s'approprient de cette problématique. Patrick, pour en revenir à ces changements de planète, il me semble que vous nous aviez partagé une anecdote où on pouvait retrouver à certains endroits des bions d'igname sous l'eau. Oui, alors on essaiera même de travailler un peu dessus pour apporter un peu de matière à ce qu'on évoque. Ça serait sur Canala, où des bions d'igname se situeraient sous l'eau actuellement. Au nord de Belep, il y aurait aussi des cimetières qui sont aujourd'hui sous l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire finalement ? De tout temps, on le sait maintenant, hein, ce sont des phénomènes cycliques. Hein. Les océans ont de tout temps évolué. On est dans une phase d'élévation du niveau des mers. Il y a 20 000 ans de ça, la mer était 120 mètres plus bas. Donc les estuaires se situaient au droit des passes. Il devait y avoir même des cascades, tant la passe la plus profonde, elle fait 50 mètres de profondeur. Donc 120 mètres, on imagine un peu le contexte. Oui. Donc voilà, il y a eu une élévation des phénomènes qui ont pu être mesurés de 14 mètres en 300 ans d'élévation du niveau de la mer. Donc voilà. C'est beaucoup. C'est énorme, Oui. c'est énorme. Et donc on n'est pas encore dans ce contexte, on a la chance de constater le phénomène et puis de s'en saisir. Et d'anticiper autant que possible. Ouais. Alors, les collectivités, communes et provinces doivent s'accorder pour faire face aux différents risques naturels qui menacent les populations. Deux approches sont souvent mises en œuvre dans ce plan de gestion de l'érosion côtière. La première consiste à maîtriser, la nature en fixant les traits de côte. Vous l'avez dit tout à l'heure, Patrick. Je pense notamment à la construction d'ouvrages de défense contre la mer, notamment les enrochements, qu'on peut d'ailleurs voir à l'image à quoi ça ressemble. Ici, à la tribu de Koé, où un enrochement a été placé. La seconde, plus environnementale, qui propose, elle, de gérer non plus les effets, mais les causes de l'érosion. Je pense notamment à ces structures en bois que vous aviez installées à la commune de Touo, qui, je le rappelle, est une installation test qu'on voit derrière nous. Et plus récemment, une troisième approche a fait son apparition, la gestion intégrée des zones côtières. Glenn, vous êtes, vous d'ailleurs, dans cette phase, plus dans cette configuration-là de gestion intégrée des zones côtières. Comment cela se traduit-il sur le terrain ?
Nous, c'est surtout essayer sur le terrain d'améliorer par rapport à des moyens pour la mangrove. Essayer de mieux comprendre aussi le fonctionnement de la mangrove et le rôle qu'elle peut jouer dans ces espaces. Essayons ici de donner beaucoup de formation à nos membres de l'association, parce que je pense que tout passe par là. Il faut se former, comprendre avant d'agir. D'ailleurs, la semaine dernière, quand on a réalisé ce reportage, votre association avait organisé une formation à la technique de plantation de mangroves. Tout à fait. On a monté un projet BEST, où on a eu des financements justement pour diagnostiquer les zones dégradées dans la zone de Touault. Et en même temps, dans ce projet, il y a les formations qui sont incluses. C'est important de se former. Bien oui, c'est très important, parce que la formation, c'est aussi les connaissances. Alors on adapte, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui ont eu des initiatives seuls, et aujourd'hui qui viennent aux formations, et ces deux choses complémentaires font progresser énormément les planteurs. Je voulais aussi revenir sur le prix qu'a remporté l'association Haute au travers de son projet Sable de Verre, un projet qui a été récompensé par le prix GBNC Glen. Dites-nous en plus. Oui, alors ça, c'est un projet qui est parti de loin, parce que l'année dernière, on était parti en Nouvelle-Zélande voir un peu la gestion du verre. On avait comme projet de voir comment on pouvait sortir ces déchets de la mangrove et à d'autres endroits et de les réinjecter dans la nature d'une façon ou d'une autre. Quand il y a eu un lancement de prix à la GBNC, on a décidé, donc notre association à Touault, d'essayer de répondre à ce concours. On a associé, pour faire une action transversale, les associations de Yingen et de Pointe-Dimier sur ce projet. Et on a été agréablement surpris et très fiers d'être sortis lauréats de ce concours. Donc, ils nous ont donné des finances et en plus, ils nous accompagnent. Donc l'objectif, c'est-à-dire que voilà un chèque avec des finances, on doit aller chercher encore des moyens. L'objectif, c'est d'acheter une machine pour broyer le verre et voir comment on peut réinjecter ce verre. Alors, on peut réinjecter dans des ouvrages de maçonnerie, on peut peut-être aussi les réinjecter dans du sable. L'objectif, on sait très bien que les quantités ne sont pas forcément énormes, donc on est en ce moment en train de travailler dessus, une réunion encore après-midi. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens qu'on peut faire aussi des choses à petit niveau. Et si chacun à petit niveau emmène sa pierre à l'édifice, ça peut avoir importance. Parce que ça évite aussi de tirer le sable. Qui est une aussi, Patrick, n'est-ce pas, si je me trompe, une des causes aussi de l'érosion, l'extraction de sable. Oui, l'homme aussi a son rôle dans ce constat. Aujourd'hui, les maisons autrefois étaient faites de paille et peut-être notamment sur la côte est ou de feuilles de cocotier. Aujourd'hui, toutes les maisons sont en dur et les gens n'ont pas forcément été à la quincaillerie du coin pour prendre du sable. Est-ce qu'on a une idée de ce qui est prélevé en tonnes? Non, aucune idée. Non, on n'a pas cette approche-là. On ne peut pas l'avoir. Il n'y a pas de carrière de sable sur la côte est. En tout, il n'y en a pas. Donc il est difficilement de faire un calcul sur des zones où il y a... Est-ce que ça pourrait être quelque chose qui serait mis en place? C'est-à-dire? Des carrières de sable? Je pense que c'est difficile sur la côte est. Vu les difficultés qu'on a, la province elle a pris, dans sa rendant compte de l'environnement de la province, de toute façon on ne peut pas enlever du sable sans faire de demande. Mais je pense qu'ils ont tout à fait raison et ça va être une problématique sur la côte est, le sable, c'est sûr. Mais on tend quand même à vouloir... On parle de développement, on a besoin de matériaux, donc il faut apporter quand même des alternatives. Oui, bien sûr. Et donc définir des zones à l'intérieur des côtes, par exemple, ça se fait sur Poney-Ruin notamment. Donc il y a c'est la seule carrière de la côte est d'ailleurs, de sable autorisé. Et voilà, ça marcherait bien. Mais surtout pas prélevé sur le trait de côte. Voilà, il y a une dynamique en place, il y a un équilibre, il ne faut pas y toucher. Et j'en profite quand même parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais on est vraiment complémentaires avec ce que les associations font, notamment l'association de Touault, où on a d'ailleurs fait le voyage sur la Nouvelle-Zélande ensemble. Et voilà, on est complètement complémentaires et ils sont le lien entre la collectivité et les personnes. Voilà. Et donc moi j'ai une petite question pour vous Patrick. Alors quels sont les ouvrages mis en place au pays concrètement? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter faire face à cette érosion côtière? Alors quelques chiffres pour partir de le constat qui a été fait des 76 sites. Aujourd'hui on en est à 83 depuis 2013 et il y en aura d'autres et peut-être beaucoup d'autres après un phénomène climatique exceptionnel comme un gros cyclone ou autre. Sur ces sites-là, 40 ont bénéficié d'un levé topographique, parce que ce qu'on se dit, c'est qu'il faut essayer de comprendre le phénomène. Donc le levé topographique permet de mesurer l'érosion. Parfois, c'est une érosion qui est cyclique sur un an ou deux. Parfois, le recul est bien plus conséquent.
Le souci qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les structures, les enjeux sont souvent à proximité du trait de côte. Donc on est contraint de réaliser des ouvrages en dur, dont on sait que l'efficacité est limitée dans le temps, et sans parler des impacts qu'ils peuvent engendrer de part et d'autre de l'ouvrage. On essaie de les adapter tant bien que mal. On imagine des ouvrages pour essayer de contrer ces effets néfastes, pour être le moins intrusif possible. Voilà. Donc c'est une solution qui n'est pas la solution idéale, mais on est contraint de le faire aujourd'hui. Et justement, à travers mes recherches là, à Cannes, donc je prends l'exemple de Cannes, donc pour préserver le littoral et l'ensemble des plages, en fait, a été mis en place donc, des digues sous-marines, donc elles ont été installées, donc ça permet de casser la houle. Et puis ils ont élargi aussi la plage, donc on passe de 25 à 30 à plus de 40 mètres quand même, donc réensablement. Ça c'est de façon à ce que la houle elle perd suffisamment d'énergie pour ne pas emporter le sable. Et est-ce que concrètement ces deux méthodes elles peuvent être utilisées au pays? Alors, à l'échelle, dans la stratégie provinciale, on parle aussi, on qualifie l'enjeu. On essaie de qualifier l'enjeu et de qualifier, quantifier l'aménagement qui serait possible de faire financièrement. Oui, parce qu'économiquement, ce n'est pas toujours facile de voilà, il faut que l'enjeu, en gros, il faut que l'enjeu envahisse la chandelle. Et voilà, on n'est pas à Cannes. Donc, c'est sûr. Il n'y a pas les mêmes enjeux. Voilà, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et les budgets ne sont pas les mêmes aussi. C'est sûr. Donc, merci monsieur. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Je pense que chacun devrait dire un petit mot avant de dire au revoir à nos téléspectateurs. Glenn, que faut-il retenir de cette émission selon vous? Non, moi je crois que je retiens, c'est surtout que le reportage avec Germaine et puis Paul, qu'ils ont fait passer un très bon message, comme quoi il ne faudra pas affronter, mais il faudra s'adapter. Donc, pour vous, c'est envisager un déplacement pour toutes ces personnes qui vivent sur ces zones. Oui, c'est envisager un déplacement, en sachant avec toutes les difficultés qui vont avec. Il ne faut pas oublier que derrière ce déplacement, ils ont un coût. Qui va prendre en charge le coût? Les mairies, ils n'ont pas forcément les finances qu'il faut. Il faut emmener l'eau, il faut emmener le courant, il faut y penser à tout ça. Il faut penser au côté culturel. Il y a des endroits où les gens ils sont plus attachés que d'autres. Il y a tout ça. Mais c'est un gros travail à faire, mais c'est un travail de toute façon qu'on ne pourra pas échapper. Patrick? Je vais rejoindre ce que Glenn dit et en disant que c'est un peu le défi des collectivités à venir, que ce soit les communes, les provinces ou le gouvernement. Surtout, on sait qu'aujourd'hui, la gestion du risque et de l'aléa est de compétence du gouvernement, mais elle se fera de toute évidence avec les provinces et avec les communes, avec la population, avec les associations. Voilà. Tout le monde doit se saisir de cette problématique. Bien. Notre émission arrive à sa fin. Je vous propose qu'on se mette devant, comme à notre habitude, pour dire au revoir à nos téléspectateurs de nous avoir suivis tout au long de cette émission qui était très intéressante. Une occasion aussi pour nous de dire au revoir à Patrick. Merci Patrick de nous avoir consacré du temps. On sait que vous travaillez beaucoup à la province pour protéger les populations de ce phénomène. Donc, merci beaucoup. Merci. Glenn, merci beaucoup. Bon courage à l'association Eau Haute et n'hésitez pas à revenir vers nous quand vous aurez acheté votre machine à sable de verre. Merci pour Eau Haute. Merci à vous. Merci Stéphanie. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain.